Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à la Maison de la Méditation et bonsoir à celles et ceux qui nous regarderont sur YouTube. La Maison de la Méditation ouvre ses portes ses portes les vendredis soirs. D'abord parce qu'elle organise des soirées littéralement ouvertes à toutes et à tous, des soirées gratuites, et qui sont l'occasion d'ouvrir nos portes aussi à des personnalités inspirantes, dont le travail nous inspire et dont le travail nous permet de jeter des ponts, de regarder un petit peu les liens entre méditation et bien d'autres disciplines et bien d'autres faits sociaux. Donc on reçoit des philosophes, des sociologues, des thérapeutes, des psychologues. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Céline Masse. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous avez un planning très chargé, je le sais, donc j'apprécie beaucoup que vous soyez avec nous ce soir. Céline Masse, moi je l'avais rencontrée quand j'étais en train d'écrire mon livre parce qu'elle a fait un travail remarquable autour du burn-out. Et Céline Masse, donc elle est écrivaine, entrepreneuse sociale, cofondatrice du projet Love for Livre. Et puis Céline, on peut aussi noter que vous êtes présidente d'ONU Femmes France, même si ce n'est pas à ce titre-là que vous venez nous parler ce soir. Ce soir, j'avais envie que vous veniez nous parler de votre roman, parce que vous avez écrit le premier roman sur le burn-out, le jour où Maya s'est relevée. Et bien sûr, le roman, je l'ai lu, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. Ce roman, d'abord, ma première question, ce serait qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie d'écrire sur le burn-out, d'étudier le burn-out, et comment l'avez-vous fait? Comment avez-vous abordé ce sujet plus que d'actualité? D'abord, bonsoir à toutes et tous, merci. J'ai une trachéite en fait, et je me dis qu'il doit y avoir quelque chose avec la méditation que je dois explorer, parce que la dernière fois que la soirée était programmée, pour tout vous dire, j'avais le Covid. Donc j'ai dû annuler, ce qui est très gênant, et j'ai la chance de ne pas être très souvent souffrante quand même jusqu'à présent, merci ma santé. Voilà. Et ce soir, j'ai une trachéite. Donc en fait, depuis que j'ai eu le Covid, je n'ai quasiment pas été malade, sauf quand je suis en contact avec cet endroit. Donc je vais explorer. Ça, c'est plus pour l'anecdote. Du coup, si je dois m'arrêter pour tousser, ne m'en veuillez pas, et j'ai fait évidemment les tests qui s'imposent. Pour revenir à Maya, en fait, c'est une histoire finalement assez curieuse, parce qu'au départ, je n'étais pas du tout vouée à écrire ce livre. Puisque ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré l'éditrice en question pour écrire un livre sur les femmes. En tout cas, c'est l'éditeur qui m'avait proposé d'écrire un livre sur les femmes. Et c'est vrai que, bizarrement, en sortant de ce rendez-vous, je m'interrogeais sur, non pas mon envie d'écrire sur ce sujet, mais sur le fait que je voulais apporter un propos novateur. Or, il y a énormément de livres, le vôtre est un très bon exemple, très très bon, qui sont publiés sur la question des femmes, de la féminité, des nouvelles masculinités, etc. Et donc je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je voudrais dire de nouveau ou de différent? Puisque c'est ça un peu mon obsession quand j'écris, c'est de me dire comment je peux apporter un regard un peu différent sur une question. Et donc je rentre chez moi, et là, c'est vraiment comme un flash. Alors c'est vrai que la question du travail m'intéressait depuis longtemps, parce que j'ai toujours beaucoup aimé travailler au sens, pas au sens tripalium, justement, pas au sens étymologique, mais au sens de réaliser des choses qui ont une valeur, quelle qu'elle soit toute petite ou grande. Et le travail, pour moi, est un facteur d'émancipation. Et au moment où je fais cette rencontre avec l'éditrice, j'ai beaucoup d'amis ou de personnes que je connais qui font des burn-out et qui me racontent en fait leur détresse au travail. Et donc je me dis, tiens, ça c'est un sujet intéressant. Et alors vraiment, et je ne plaisante pas, je laisse un peu reposer le sujet, et puis le lendemain, vraiment, je me mets devant, je me souviens, mon ordinateur. Maintenant, on n'écrit plus à la plume et à la chandelle, bien que j'aurais aimé aussi vivre dans ce temps pour cet art. Peut-être qu'on pourrait essayer d'ailleurs. Et je me mets devant mon ordinateur, et là, ça vient direct. C'est-à-dire que j'ai vraiment le personnage de cette femme, donc en l'occurrence Maya. Je la vois, je la visualise, je vois tout de suite un peu les personnages, et j'écris ce passage. Et puis je l'envoie à l'éditrice en disant, en fait, j'ai pas du tout envie d'écrire ce que vous vouliez, ce que vous m'avez suggéré, mais autre chose. Et donc c'est Maya. Et elle accepte tout de suite le projet. C'était super, parce que du coup, voilà, ça s'est fait facilement, et j'ai un peu la conviction que les livres sont comme les grandes histoires d'amour ou d'amitié. Ils vous attendent sans que vous le sachiez, et quand ça vient, c'est une évidence. En fait, c'est un peu passé comme ça. Et après, ce que j'ai voulu faire, qui est très important dans la démarche, c'est d'interviewer des gens qui avaient fait un burn-out.
parce que moi, je n'avais pas fait de burn-out. Donc, je me disais que je n'avais pas accès à toute la réalité sociale, même physique, en fait, de ce phénomène. Et donc, j'ai voulu faire des interviews. Donc, j'ai interviewé 53 personnes en France, de tous les milieux sociaux. Ça va vraiment des chefs d'entreprise, en passant par un serrurier, une institutrice, enfin il y a plein de gens différents. Par mon réseau, au départ c'était mon réseau personnel, puis après ça s'est élargi. Puis j'ai un réseau très divers, donc des gens très différents. Et puis je l'ai rencontré, on faisait une interview par téléphone ou en se voyant. Il me racontait ce que c'était. Et à partir de cette matière, après j'ai écrit vraiment l'histoire de Maya pour tenter de retracer en fait à travers ces interviews une histoire de fiction, ce qui était aussi un choix, je pense qu'on y reviendra, ce qui est vraiment chez moi le choix de faire une fiction et pas de faire un essai justement. D'abord parce que je ne me sentais pas pleinement légitime, puis pour d'autres raisons, je pense qu'on va aborder. Alors, j'aimerais lire quelques courts passages, et vous en lirez, Céline, si vous avez envie. Mais avant de parler de ce choix de roman qui est effectivement très important, on pourrait peut-être juste voir avec vous comment vous définiriez très clairement ou très succinctement le burn-out, parce que déjà, il y a tout un roman là qui en parle, et puis il y a beaucoup. Et dans le livre, quand vous parlez de votre héroïne, Maya, vous la décrivez ainsi: elle veillait à ne pas faire peser sur autrui la pression qu'elle éprouvait. Elle estimait que c'était une forme d'impolitesse. Cette phrase m'a beaucoup plu parce que je pense qu'elle est assez effectivement symptomatique d'une attitude de responsabilité et j'aime beaucoup cette idée d'une forme d'impolitesse. En fait, elle prend tout sur elle, elle prend tout sur les épaules jusqu'à aller au burn-out. Absolument. Alors, le burn-out, déjà, c'est un terme, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, les médias en parlent beaucoup, c'est une marotte un peu, mais c'est un terme qui est très ancien, qui date des années 70 aux États-Unis. C'est un psychanalyste, en l'occurrence américain, qui a utilisé le terme la première fois. Et donc, c'est assez ancien. Et ça, en fait, la définition scientifique telle qu'elle a été établie, c'est un syndrome en fait, d'épuisement qui est très souvent lié à un épuisement professionnel, mais quand on creuse et quand on regarde vraiment les textes de près, l'épuisement professionnel n'est qu'une partie de l'histoire. Donc le burn-out ne peut pas se résumer à un épuisement dans la sphère professionnelle. Néanmoins, il est souvent lié quand même à une situation professionnelle. Il faut savoir que ce n'est pas, pour le moment, considéré comme une maladie professionnelle. L'OMS l'a considéré comme un des symptômes de la dépression, ou une des caractéristiques d'une dépression. Et ça, c'est un sujet social important parce que ça veut dire que les entreprises, à ce jour, n'ont pas de responsabilité, notamment financière ou dans ce qu'on appelle le recovery ou le care, dans le phénomène du burn-out. Donc ça crée quand même des discussions parfois compliquées. Et donc pour revenir à votre question, chère Marie-Laurence, le phénomène du burn-out, il se caractérise souvent, il a été souvent observé chez des gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, donc vous connaissez peut-être, qui est des personnes qui sont dans une situation professionnelle ou de vie, elles ne se sentent pas à la hauteur profondément, donc à l'intérieur d'elles-mêmes, même si elles vous donnent le change, c'est vraiment très compliqué. Et pour cette raison-là, elles vont surcompenser, c'est-à-dire en faire beaucoup plus que nécessaire. Et donc, c'est typiquement souvent des personnes, quand vous êtes en pré-burnout, on va dire. Parce qu'une fois que le burnout est déclenché, ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. En fait, c'est vraiment, comme le mot l'indique, un incendie qui se propage. Et en fait, même si vous avez des pompiers qui arrivent, donc les pompiers, ça peut être un arrêt maladie temporaire, du soin prodigué par votre famille, la forêt, elle est quand même calcinée à l'intérieur. C'est quand c'est parti. Donc, il faut repérer avant. Et avant, c'est souvent, justement, quelqu'un qui est fatigué, par exemple, souvent qui ne fera pas de méditation typiquement, sans caricaturer, mais qui va malgré tout prendre toutes les tâches et dire moi je peux, et donc être dans une course effrénée vers finalement un vide qui va faire que le burn-out va se déclencher. Il y a d'autres signes avant-coureurs, Oui. Je pense que vous évoquez parfois, et ça m'a interpellée, le cynisme par exemple, c'est-à-dire un certain cynisme par rapport à son travail, ce qui n'est pas évident à détecter parce qu'il me semble qu'on est dans une société qui encourage beaucoup le cynisme, comme si le cynisme était même une forme d'intelligence, c'est-à-dire se moquer un peu de ce qu'on fait ou de la situation, etc. Or, ça peut être un des signes, et il y en a peut-être d'autres avant-coureurs, quand vous dites le pré-burnout. Absolument, alors vous avez raison, le cynisme au sens où, en fait, les gens qui font des burn-out aussi, ça c'est encore une fois étudié, ce que je vous dis, j'ai lu énormément d'études aussi, je me suis beaucoup documentée, ce sont des personnes qui généralement sont très appliquées et ont beaucoup de cœur à l'ouvrage.
Elles aiment leur travail, elles ont envie de bien faire. Mais comme elles ont à un moment donné une situation avec un manager ou une manager malveillant ou maltraitant, une situation où elles se sentent dévalorisées, elles vont développer une sorte d'amertume qui fait qu'effectivement, leur défense, comme si des épines avaient poussé finalement sur leur peau, mais verbalement, c'est de faire part d'une forme d'aigreur. Donc on vient à des personnes cyniques. Ce sont des personnes aussi qui vont être dans la course, comme je le disais, effrénées. Ça, c'est très caractéristique. Les douleurs au dos, bon, le dos, on sait qu'on parle parfois du mal du siècle, notamment lié à la santé mentale, mais c'est vrai que les douleurs au dos, et d'ailleurs, sans vouloir tout dévoiler, le livre commence sur une douleur au dos, parce que très souvent, le dos bloque véritablement la personne qui est en pré-burnout pour qu'elle reste en fait alitée ou dans des situations de ralentissement. Après, ne nous leurrons pas. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent je suis en burn-out, ou parfois on le voit dans les médias. C'est rarement des, entre guillemets, vrais burn-out. Le vrai burn-out, au sens scientifique et médical du terme, il est caractérisé par un arrêt total, long. Et justement, ça ne prendra pas 2 semaines pour s'en remettre. Et ce qui est assez terrible d'ailleurs, pardon, je ne veux pas non plus parler trop longuement, mais ça m'inspire beaucoup évidemment, et ça m'émeut aussi beaucoup, c'est que les gens qui font un burn-out, même s'ils veulent repartir tout de suite dans leur activité, c'est un leurre. C'est-à-dire que très probablement, imaginons qu'ils disent « bon, je suis prêt, je me sens mieux physiquement », mais si vous ne traitez pas la cause profonde de votre burn-out, 2, 3 mois, 6 mois, 1 an après, vous replongez en burn-out. Et donc là, vous êtes détruit en fait, parce que ça peut... Moi, j'ai vu des gens qui avaient perdu la mémoire, des troubles cognitifs associés, vous pouvez vraiment, qui sont dans des dépressions extrêmement sévères. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est très difficile. Donc vous prenez tout le temps de parole que vous voulez, et la parole est à vous. Alors là, vraiment, sentez-vous tout à fait libre. Vous nous avez expliqué, Céline, que vous avez enquêté auprès de donc 53 personnes, c'est très précis, donc on voit le sérieux et un peu la jeunesse du livre. Pourquoi avez-vous décidé de faire un roman et pas un essai ou une enquête écrite, mais vraiment un roman? Pourquoi le choix de cette forme, justement? C'était très clair pour moi, parce que je crois vraiment que la littérature nous apporte un regard sur le monde, sur nous-mêmes, qui est un regard de non-jugement. C'est-à-dire quand vous lisez une histoire c'est, je dis souvent, c'est un ouvre-boîte pour l'esprit. C'est l'histoire, en fait, elle vous montre des possibilités de vie, des parcours, mais elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Elle vous dit juste, voilà ce qui peut se passer dans ta vie ou dans la vie des autres. Et donc elle vous fait rencontrer des situations, des classes sociales, des pays qui sont parfois très éloignés des vôtres, mais par cette rencontre avec la fiction, en fait, vous vous enrichissez. Il y a une forme de triptyque, en fait, dans la lecture de fiction, que vous n'avez pas dans un essai, parce que qu'on le veuille ou non, quand on lit un essai, on peut ne pas le prendre au pied de la lettre, bien évidemment, mais néanmoins, on nous envoie un message qui semble consister à nous dire que ça, il faut le faire, c'est plutôt ce qu'il faut faire, et ça, il faudrait peut-être ne pas le faire. Enfin, en tout cas, il y a peu d'essais, je trouve, qui ont Tout à fait. la justesse et la finesse de laisser les choses très, très ouvertes. Le roman, lui, il a ce pouvoir. Et du coup, comme n'étant pas moi-même médecin, me sentant juste une observatrice finalement d'un phénomène de société, et ayant ce goût aussi pour la littérature, bien sûr, qui est très ancien, je me disais, en fait, j'ai entendu ces personnes, je me suis documentée, bien sûr, et je peux écrire une histoire qui soit ouverte. Voilà. Oui, ça c'est vraiment une très belle définition, je trouve, du roman, et je n'avais pas pensé à ça avant de vous entendre et de préparer cette soirée. Cette idée en écrivant un roman sur un sujet aussi sérieux, et je dirais aussi dramatique, que le burn-out, d'une part, vous le rendez accessible sans tomber dans le pathos à aucun moment. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette notion de non-jugement. Vous ne placez pas, ni vous ne vous placez, ni nous, lectrices, lecteurs, vous ne nous placez dans une situation de juger, d'être pour ou contre, etc. Ça reste, comme vous le dites, très ouvert. C'est malin. C'est vraiment pas mal. Beaucoup d'années de lecture. Moi, je ne suis que les maîtres. Notamment, je voyais Maya Angelou en entrant dans ce lieu, qui est évidemment une grande écrivaine. Alors, elle n'a pas écrit que des fictions, bien sûr. Mais elle a écrit quand même, je trouve, un texte magnifique qui est Lettre à ma fille, que vous devez sans doute connaître. Mais elle n'a pas de fille, Maya Angelou. Donc, c'est ça qui est génial. C'est quand vous lisez son texte, elle vous parle de ce que c'est qu'être une fille versus un garçon. C'est un très beau texte, notamment la phase introductive. Et en fait, elle vous dit après, mais non, mais je vous ai bien eu parce que je n'ai pas de fille. Et c'est ça le pouvoir de la fiction, c'est de pouvoir justement se mettre à la place d'eux, imaginer, ouvrir des portes et des fenêtres dans l'esprit des gens, mais les laisser libres de leur choix. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La liberté est une notion qui m'intéresse beaucoup.
Vous évoquiez tout à l'heure le sentiment d'imposture et justement, beaucoup de femmes ont encore ce sentiment, ressentent ce syndrome de l'imposteur, de l'impostrice, de l'imposteureux, notamment dans le monde professionnel. À ça s'ajoute beaucoup d'injonctions, parfois contradictoires, beaucoup de messages, de contraintes contradictoires qui leur sont envoyés. À ça s'ajoute la charge mentale. Est-ce que vous croyez que ça les fragilise ou que ça les rendrait peut-être plus facilement victimes de possibles burn-out que les hommes, ou est-ce que vous avez constaté ça? Je pense que... Alors moi, c'est vrai que je n'aime pas les caricatures, donc j'ai rarement des réponses. J'essaie toujours de voir toutes les nuances. Ça, c'est le côté, le nuancier des histoires de fiction. Je pense que ça, c'est très ancré en moi. Je pense qu'en fait, enfin, ce sont aussi des études qui le démontrent. Le syndrome de l'imposteur, d'abord, il est plus verbalisé chez les femmes que chez les hommes. Donc ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas. Ça veut dire qu'il est plus simple d'accéder à la parole des femmes sur un sujet de vulnérabilité ou de ne pas être à la hauteur que la parole des hommes. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Parce qu'il y a ce que les hommes disent et ce qu'ils ne disent pas aussi. Et je crois qu'il faut savoir que le silence peut avoir de la densité. Voilà. Et deuxième point, effectivement, on constate en tout cas que les femmes, parce que, pour des raisons historiques, elles ont eu moins accès à certains postes, notamment de responsabilité, dans à peu près tous les secteurs d'ailleurs professionnels, elles ont tendance à se questionner plus sur leur légitimité. Et il y a une phrase que je retiens beaucoup d'un article qui a fait date à Harvard, parce qu'on a, vous savez, le plafond de verre, qui est une notion qui a été développée par un prof d'Harvard en l'occurrence, c'est un article célèbre. Mais il y a eu après un autre article qui disait en fait, une femme c'est... quand une femme, par exemple, postule à un emploi versus un homme, je ne veux pas généraliser, mais on va prendre un cas un peu classique, elle va peut-être plus se dire est-ce que j'ai toutes les compétences requises pour mon prochain, pour cet emploi. Alors qu'un homme, encore une fois, de manière générale, va peut-être être un peu mieux équipé pour se dire je n'ai peut-être pas toutes les compétences, mais je vais quand même oser. Et ça, c'est toute la posture du leadership ou de la prise de confiance en soi, qui est globalement, encore une fois, globalement, je ne dis pas que c'est dans toutes les sociétés, dans toutes les familles, il ne faut surtout pas généraliser ces sujets, mais qui quand même globalement est un peu plus favorable aux hommes dans leur éducation, dans leur manière d'occuper l'espace, dans leur manière d'occuper la parole, d'occuper la décision publique, que les femmes. Très bien. Ça joue quand même profondément. Ouais. Mais merci pour les nuances. C'est vrai que c'est aussi la grande vertu de votre roman. Est-ce que vous pensez de manière plus globale que le burn-out, pour le dire vraiment en raccourci, serait une maladie de notre temps? Je pense là bien sûr au fait qu'on soit dans une société, une époque où tout va très vite. J'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais il faut quand même bien le reconnaître. Il faut d'autant plus le reconnaître que d'un jour à l'autre, ça va toujours de plus en plus vite. C'est-à-dire on disait déjà il y a 7 ans que tout allait vite, et puis il y a 5 ans, et puis il y a 3 ans, et puis hier, et en fait ça va toujours encore de plus en plus vite. L'information circule. D'abord, il y a une masse d'informations qui n'est plus humainement gérable par quiconque, et puis elle circule à une vitesse folle. Les compétences aussi, acquérir des compétences, ça se fait soi-disant de plus en plus vite. Enfin voilà, on a perdu le temps. Est-ce que ça, c'est pas justement un vecteur très puissant de l'apparition de cette nouvelle maladie? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'il y a deux sujets. Je pense qu'il pouvait y avoir des épuisements professionnels, il y a même au XXe siècle. Simplement, on n'avait pas un rapport à la douleur, à la verbalisation de la douleur, et le rapport au travail était extrêmement différent. Il n'y avait pas non plus le management, et je pense que le management, c'est tout un sujet en soi, qui est apparu tout au long du XXe siècle, mais qui s'est quand même renforcé dans la deuxième moitié, on va dire. Je fais quelques ellipses, pardonnez-moi. C'est quand même un des sujets dans le burn-out. D'ailleurs, dans le livre, Leslie, c'est une femme, vous remarquerez, pas un homme, et la manager, en l'occurrence, qui va précipiter le burn-out de Maya, la personnage en burn-out. Le management pose des soucis parce qu'on a... Je pense qu'on a quand même calqué au management pendant des années un modèle productiviste et de plus en plus productiviste, et ça, on touche le rapport au temps, alors que le management devrait être, alors le mot est sans doute à revisiter. Moi, je fais partie des gens qui militent pour revoir ce mot. J'ai même un ami, Thierry Chamouton, qui parle de ménagement. Du ménagement. Management. Je trouve que c'est intéressant. Ah ouais. On a quand même après oublié, on a fait primer le process sur l'être humain quand même, et la relation un peu plus personnalisée aux êtres humains. Et ça joue un grand rôle. Donc c'est quand même
un des sujets qui n'a pas aidé. Et après, c'est vrai que le rapport au temps, alors ça, c'est plutôt les sciences cognitives. On a un rapport au temps aujourd'hui c'est comme si chaque jour, on prenait notre cerveau avec tous les réseaux sociaux, vous savez, on le découpe en tout petits morceaux chaque jour. Et ça crée évidemment du stress, puisque le cerveau aime être baigné dans une sorte de plénitude, en fait, d'attention. La méditation étant de ce point de vue-là un art, une discipline, je ne sais pas comment vous la nommerez, mais parfaite. Un art, c'est joli. Une discipline, c'est très bien un aussi. Un état de conscience modifié, comme la lecture immersive, d'ailleurs, on y viendra, qui crée ce qu'on appelle la mindfulness, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Et donc oui, le rapport au temps joue un rôle, mais plus que le rapport au temps, le rapport à la productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un livre très beau d'ailleurs qui s'appelle De ces choses inutiles d'un auteur italien, j'ai oublié le nom là, ça ne me vient pas. C'est un petit livre rouge très beau, mais pas, c'est un livre rouge, mais c'est un auteur vraiment... des choses inutiles, aujourd'hui on ne valorise pas, on ne valorise que ce qui sert à quelque chose. D'ailleurs, ça conditionne en partie nos rapports humains. Qu'est-ce que elle ou il pourrait m'apporter ? Est-ce qu'on prend le temps d'avoir des rapports gratuits aux autres ? Est-ce qu'on prend le temps ? Et c'est ça le problème. Tout à fait. Et le burn-out est très lié, je pense, à ça, ce rapport à la productivité. Et du coup, on a aussi un sujet qui est le bore-out, qui est l'autre pendant du burn-out, c'est-à-dire des gens qui s'ennuient parce qu'ils se sentent inutiles. Et donc, on revient à la question du sens. J'ai fait un mélange d'idées, mais c'est magnifique. J'essaie de trouver un chemin dans ce que je veux. Oui, mais on vous suit très bien. Vous avez cette jolie phrase dans le roman. Souvent, on nous fait croire que les choses sont urgentes pour nous empêcher de les remettre en cause. À notre époque, la réflexion passe pour improductive. Eh bien non, le sablier est votre allié. Alors, on ne va pas trop spolier, mais il y a le sablier. Nous, on a la méditation, à la maison de la méditation. Et puis Maya, elle rencontre un sablier. Et c'est vrai que le sablier est vraiment l'emblème d'un temps qu'on ne peut pas précipiter. C'est ça. Voilà, il faut laisser du temps au temps. Exactement, et c'est tout le sens, par rapport à votre question précédente aussi, le sablier joue un grand rôle dans le roman, parce que c'est un moment où on n'a plus le choix que d'attendre, et dans ce qu'on pourrait penser improductif, en fait, c'est là où germent les plus belles promesses. En fait, la germination des choses prend du temps. Et moi, je constate aussi, alors peut-être que vous vivez ça vous aussi dans votre vie, qu'à chaque fois que j'ai des choses importantes, j'ai voulu les forcer, ça ne fonctionnait pas bien. Et que, par ailleurs, pendant que j'avais l'impression de faire des choses importantes qui, en fait, ne l'étaient pas, je faisais très lentement des choses essentielles qui, un jour, éclosaient. D'ailleurs, c'est un peu le cas de Love for Livre, le projet dont on parlera peut-être. C'est que j'ai eu l'impression que ça n'avançait pas, mais en fait, ça avançait profondément, comme une terre qui travaille, mais sans qu'on voit tous les jours des pousses. Voilà, et je trouve qu'il y a un rapport à la planète aussi. On sait qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique. Vous avez vu le dernier rapport du GIEC. Et je trouve que dans cette idée aussi, le burn-out, pour moi, ce n'est pas juste une manifestation du management professionnel et autres. C'est aussi la traduction d'un lien que l'on a aux ressources, à nos ressources intérieures, comme aux ressources des autres et aux ressources planétaires. Et ça, je pense que tout ça, c'est tout à fait lié. C'est une systémique, en fait. Tout à fait. On en avait parlé quand on s'était rencontrés pendant la phase d'écriture, et vous faisiez ce rapprochement, oui, ce parallèle entre la gestion des ressources de la Terre et la gestion des ressources humaines, en fait, avec ce même acharnement à en tirer tout ce qui était possible. C'est ça. En croyant qu'il n'y a pas de limite. Tout à fait, même si pour nuancer, encore une fois, moi j'aime bien quand même la nuance, qui n'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, notamment les réseaux sociaux ne sont pas des endroits de nuance intégraux quand même. Il y a de plus en plus néanmoins d'entreprises ou de lieux professionnels qui se posent la question de justement comment remettre du temps, s'intéresser à d'autres sujets que la productivité, la créativité. Donc le constat n'est pas totalement sombre, mais il faut avancer dans cette direction. Oui. Mais de toute façon, moi je suis résolument optimiste, on se demande pourquoi, mais en tout cas, oui, je pense que c'est important aussi, mais c'est toujours en regardant les choses, et c'est aussi ce que nous offre la méditation, en regardant les choses vraiment en face et sans faire l'autruche, que justement on peut avancer comme vous nous proposez de le faire. Votre livre montre aussi, et ce sera ma dernière question sur le roman, après on passera au projet social Love for Livre. Votre roman nous montre aussi, j'ai envie de dire, la vertu de la rencontre, puisqu'en fait tout s'ouvre et tout s'éclaire, si je puis dire. Une autre vie peut démarrer grâce à une rencontre. Et si je peux encore lire un petit extrait, alors je vais voir si ça a du sens en le lisant comme ça, mais bon, en parlant de cette rencontre, une personne,
C'est pour cela qu'il joue ce rôle de trait d'union entre des âmes perdues. Il les lie, il les aime, il les cajole à leur insu. Il faut des serviteurs de l'amour, sobres et volontaires, pour sauver nos sociétés malades d'elles-mêmes. Il faut des disciples de la bienveillance, voués à adoucir notre univers. J'avais oublié cette phrase. Elle est pas mal, hein? Oui, je n'oserais pas aller plus loin, mais en tout cas, elle me parle, si j'ose dire. Oui, oui. Bon, elle définit bien ce que peut être l'optimisme aussi en croyant résolument à la vertu des relations humaines, Absolument. au fond. Parce que je trouve vraiment intéressant que vous nous parliez du management qui pourrait devenir un ménagement. Ça, ce serait vraiment un beau progrès. Et voilà, il y a effectivement l'approche managériale de tout, et puis il y a l'approche humaine, juste de la relation qui est restauratrice et réparatrice. Et qui peut être très productive. Et qui peut être Moi, très je n'oppose pas les choses. Je pense que justement, en ayant une sensibilité à l'humain, en essayant de créer ensemble la meilleure version de nous-mêmes, qui est un mot d'Aristote et pas un mot de blogueur récent ou blogueuse, c'est vraiment Aristote qui l'a écrit. On peut essayer de créer la meilleure version de nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait à chaque instant. Ça veut dire qu'on tend vers quelque chose qui est authentique. Et l'authenticité de nous autres, c'est de la vulnérabilité et de la force, de la puissance. Et je trouve que c'est dans ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai pas une vision bénie oui-oui. Vous voyez ce que je veux dire, si je suis un petit peu provocante. Je ne pense pas qu'il y ait d'un côté la bienveillance et de l'autre la productivité, le progrès. Je pense que les deux sont extrêmement imbriqués. Et on peut être très exigeant, vouloir réaliser des choses, vouloir les réussir, avoir de l'ambition, tout en préservant une forme de respect, qui pour moi est un mot-clé, une éthique dans la relation que l'on peut avoir aux autres, sans être parfait tous les jours, parce que c'est comme ça. On commet des maladresses aussi, et il faut en être conscient. Mais c'est aussi de ça que vous nous parlez dans le roman, en fond, parce que quand un manager, une manageuse pousse ses salariés ou un salarié ou une salariée jusqu'au burn-out, c'est parfaitement improductif. Donc en fait, et une relation bienveillante peut au contraire remettre en mouvement, redonner de l'élan de vie, comme vous le dites, de la puissance, et donc être très productive. Effectivement, on n'est pas en train de dire c'est tout mauvais d'un côté, tout bon de l'autre, ou inversement. Mais en tout cas, c'est intéressant, vous avez employé le terme de nuance à maintes reprises, c'est intéressant de remettre de la nuance là-dedans. Et puis moi-même, je suis chef d'entreprise, hein, donc je dirige des équipes, et j'ai appris à le faire parce qu'il y a... Il n'y a pas que dans les écoles de management qu'on apprend ça, et heureusement, j'ai pas fait d'école de management. Bon, donc j'ai dû inventer sur le tas, mais et c'était pas peut-être évident au départ. J'ai dû être une patronne un peu bizarre au départ, et puis on apprend. C'est ça, et donc il n'y a pas de Wi-Fi entre les êtres humains. Ça, je cite un de mes mentors, Jacques Fradin, qui est cognitiviste, docteur en médecine, et qui m'a formé, avec d'autres, notamment aux approches dites neurocognitives, très modestement en tant que praticienne. Hein. Et Jacques dit souvent ça, et je trouve que c'est une phrase très juste, il n'y a pas de Wi-Fi entre êtres humains. Donc, on a parfois aussi tendance à juger rapidement parce qu'on peut avoir un manager. Par exemple, dans le roman, il y a cette manager, donc Leslie, en l'occurrence, Leslie Anderson, qui a un accent horrible à couper au couteau et qui fait très peur à Maya parce qu'elle est extrêmement cassante, exigeante à la seconde près. Elle n'a aucune espèce de patience. Et en fait, il y a un chapitre où elle est chez elle, elle habite à Montmartre en l'occurrence, et on rentre dans la tête de cette femme. Et on comprend aussi mieux qu'en fait, elle n'est peut-être pas aussi malveillante qu'il semblerait, que c'est plus compliqué, et que par... difficulté, paresse ou par peur, tout simplement, elle a choisi de camper sur des positions dures. Mais vous savez, c'est comme toutes les histoires qu'on se raconte. En fait, cette histoire qu'elle se raconte, ça l'aide à survivre parce qu'elle a décidé de rester dans cette boule de cristal. Si un jour elle l'enlève, on ne le sait pas, puisque je ne veux pas tout spoiler, mais on ne sait pas ce qu'elle devient après. Pour l'instant, peut-être qu'il y aura une suite. Elle préfère rester dans ses habitudes parce que ça la rassure, parce qu'elle a l'impression de savoir comment manipuler les gens et qu'en manipulant les autres, ça lui donne une forme de pouvoir, mais tout ça est vain. C'est quelqu'un qui est peut-être voué, imaginons la suite de l'histoire, à avoir une dépression, à faire un gros burn-out aussi. Et peut-être que si j'écrivais la suite avec Leslie qui fait un burn-out, vous la trouveriez du coup très sympathique. Et c'est ça aussi. Je ne fais pas de relativisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté dans le monde les gens qui sont parfaits et les autres qui ne sont pas parfaits. Il y a les gens qui laissent de la place aux autres et les gens qui ne veulent pas accueillir les autres. Et moi, je ne suis pas propriétaire de la vérité. Je pense qu'il faut avoir ça en tête.
Ça aussi, c'est vraiment un avantage du roman, c'est qu'il ne se pose pas comme détenteur de la vérité. C'est ça. Je pense que c'est ça que vous voulez dire aussi par rapport à d'autres formes. Exactement. Alors, on voit que la littérature, ça vous passionne. J'ai même lu dans une de vos interviews, Céline, que vous vous considérez écrivaine depuis toujours, même avant d'écrire. Non, mais parce que ça vous... Oui. Enfin bon, en tout cas, ça a été... Je vais l'expliquer, je crois. Je vois ce que j'ai voulu dire. Mais voilà, moi, j'ai très bien compris aussi ce que vous vouliez dire. Enfin, cet amour, en fait, il y a cet amour de l'écriture depuis toujours, qui n'a pas attendu forcément la publication le jour où Maya s'est relevée. Comment vous est venue donc l'idée de cofonder cette plateforme sociale et engagée qui se nomme Love for Livre? Eh bien, c'est venu en fait depuis toujours. C'est venu quand j'avais 4 ans, je pense, 5 ans, 6 ans. Mais vous savez, il y a des personnes qui ont cette capacité à aller tout droit à leur mission de vie. Et puis il y en a comme moi qui... Dès 4 ans, vous croyez? Je pense que c'est venu quand même très tôt parce que... Vous l'avez vu très tôt, mais non, il faut quand même du temps. Même quand on voit à 4 ans, c'est normal que vous ayez pris un peu de temps non, mais j'ai pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai fait beaucoup de détours. Je pense qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est un moment où je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Je pense qu'on sait au fond de nous, quand on enlève un peu les couches superficielles de notre être, quelle est notre mission de vie. Mais on l'assume ou pas. Et moi je viens d'un milieu assez modeste. Et donc, c'était compliqué quand même de m'autoriser à réaliser tous mes rêves à 20 ans, 22 ans. Donc moi, j'ai d'abord voulu, comme beaucoup de personnes, avoir un bagage. Donc, faire beaucoup d'études. J'aimais beaucoup apprendre aussi. J'aime toujours beaucoup apprendre. Faire des choses, entre guillemets, classiques pour créer, je pense, une forme de réassurance. Et une fois que vous avez fait ça... En tout cas, dans mon cas, j'ai pu accéder à quelque chose de beaucoup plus authentique. Et finalement, je suis revenue, comme dans un bon roman où vous avez une économie circulaire quelque part, économie au sens économien, bien sûr. Je suis revenue à mes désirs profonds qui étaient d'aider des gens avec des livres. C'était ça mon truc. Parce que quand j'étais enfant, j'aimais écouter, j'aimais soulager beaucoup par les mots. On me confiait beaucoup d'histoires. J'ai vraiment souvent venez me voir, tiens, il m'arrive ça, qu'est-ce que tu en penses? Et souvent, je citais des romans justement pour donner des idées. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc, pour synthétiser vraiment, Love for Livre, c'est de la bibliothérapie, donc l'utilisation des livres fictionnels et des sciences cognitives pour accompagner des personnes dans des problématiques professionnelles personnelles ou des groupes. Là, vous voyez, on pourrait faire une grande session sur des thématiques de vie. Ça peut être travailler ensemble, trouver confiance en soi, trouver sa place avec des enfants ou des ados qui ont été aussi victimes de violences. Ça peut être restauré après les traumas. Donc, ce n'est pas des méthodes médicales, évidemment, ce sont des méthodes paramédicales qui datent des années 20 aux États-Unis, 1920, quand une femme extraordinaire, Sadie Peterson de l'année, elle est en fait afro-américaine et elle est à l'hôpital des vétérans d'Alabama. Et elle va commencer à faire de la directed reading, enfin de la lecture dirigée, sur les soldats qui revenaient du front de la Première Guerre mondiale. Et cette femme très humble, très modeste, une des premières afro-américaines aussi dans ce statut de chief librarian, elle va découvrir les vertus de lire des histoires. Pourquoi on lit des histoires aux enfants le soir? Allez-vous me dire, ma bonne dame, mon monsieur. C'est pas juste parce que c'est sympa, c'est parce que ça les endort, n'est-ce pas? Ça les calme. Il a été prouvé par différentes études, alors je cite celle-là parce qu'elle est connue, Sussex, ça c'est 2009, que 6 minutes de lecture immersive, c'est-à-dire vraiment pas du tout tablette, etc., mais le livre, le texte, allait vous aider à faire baisser votre stress de 67%, qui est un des canaux les plus efficaces en fait pour faire baisser le stress dans les activités du quotidien, je dirais. Ou du quotidien ou de la vie en tout cas. Voilà, donc pourquoi j'ai raconté tout ça? Parce que du coup, moi, c'est ça que je fais. J'utilise les livres, donc ma passion, vraiment une grande partie de ma vie. Tous ces personnages aussi qui m'aident à vivre. Je le disais il y a quelques jours dans un moment. Moi, franchement, je suis tellement sensible à la cruauté, en fait, et je trouve que ce qu'on vit, surtout en ce moment, est tellement terrible, que si j'avais pas des romans aussi pour m'échapper, aller chercher des forces vives, trouver de la force pour lutter contre l'adversité, franchement, j'aurais du mal à vivre, hein, parce que je trouve qu'il y a des très, très, très belles choses, bien sûr, dans le monde, mais notamment avec l'Ukraine, bien sûr, ou l'Afghanistan, ou d'autres situations, c'est tellement violent. Et le roman aide à ça, et le roman aide des centaines de milliers de gens à ça. Se projeter, trouver, pousser les murs de sa vie, voilà, trouver plus d'espace, parce que quand vous créez de l'espace dans sa tête, et je vous invite à lire ce texte magnifique de Delphine Minoui, qui est sur les bibliothèques à Doraya, en Syrie, qui raconte comment, en fait, grâce aux livres, sous la terre, sous les bombes, il y a des gens qui trouvaient de l'espoir.
et qui trouvaient des mondes, ce que racontent les enfants ukrainiens, certains, je lis, je suis plus là. Et même si ça dure que 10 minutes, eh bien, ça me procure, ça procure la sérotonine. Enfin, après, il y a aussi des effets hormonaux réels, éprouvés. Mais surtout, ça m'aide à échapper à une dure réalité, enfin une réalité terrible. Voilà, donc c'est mon métier. Et donc, c'est des ateliers, c'est des programmes d'accompagnement pour des entreprises. On travaille dans des camps de réfugiés aussi, avec des enfants notamment. On travaille en EHPAD, parce qu'avec les personnes âgées, la lecture, c'est très important, lecture à voix haute. Vous savez, la lecture, c'est un médicament, en fait, enfin, pas au sens médical, encore une fois, il faut être précis. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui vous aide à... Voilà. Personnes âgées, profs, éducateurs aussi, pour les former à cette approche, à cette technique. En France et dans 7 pays maintenant, parce qu'on est aussi en Europe, dans plusieurs pays. Voilà, et c'est passionnant parce que c'est du care, on va dire. C'est pas de la médecine, encore une fois, mais du care. Et puis de la littérature. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est des racines et des ailes. C'est-à-dire que dans ces sessions, vous allez apprendre des choses utiles, concrètes, sur les sciences cognitives, sur comment vous fonctionnez. Et vous allez lire des textes qui vont vous inspirer et vous donner envie peut-être de transformer des choses dans votre vie. Peut-être. En tout cas, c'est le pari. C'est passionnant. Je ne savais pas que vous interveniez aussi auprès des personnes âgées. On a à l'école de méditation un programme aussi pour offrir la méditation aux personnes âgées. Et c'est vraiment tellement important là aussi de s'occuper de toutes et tous. Absolument. Ouais, et c'est vrai que la lecture à voix haute, c'est bien sûr. Ça a été démontré aussi des effets réels, parce que la voix est le canal d'émotion le plus fort pour la transmission de l'émotion. Nous, on travaille beaucoup aussi autour du sujet des émotions de lecture. Et c'est vrai que la voix, en fait, l'audio, est le canal le plus fort pour transcrire une émotion. En revanche, d'après les études en cours, la lecture est plus riche en termes de connexion neuronale, d'imagination, parce que quand vous lisez, en fait, vous allez visualiser énormément de mondes, ce que l'audio vous procure a priori un peu moins, d'après les études qui ont été conduites. Mais oui, les personnes âgées, ça me touche aussi beaucoup, parce qu'il y a cette notion d'improductivité. Je l'ai dit d'ailleurs déjà, j'ai été très choquée par la manière dont ça s'est passé pendant le Covid. Je trouve ça absolument inadmissible que des gens, sous prétexte qu'ils sont improductif, je le mets bien entre guillemets, et une fin de vie. Enfin, il y a des choses qui m'ont beaucoup choquée. Et donc pour moi, il faut vraiment s'occuper du vivant, que ce soit des gens soi-disant productifs, mais peut-être qu'une personne âgée est beaucoup plus productive pour du lien social. Elle a peut-être une capacité sociale bien supérieure à des gens qui sont aujourd'hui valorisés comme des stars, sans les citer parce qu'on peut avoir des visions divergentes sur le sujet. Et puis c'est toujours gênant de citer, encore une fois, j'ai pas le Wi-Fi, peut-être que ce sont des gens fabuleux, mais bref. Et donc ça m'importe. Et moi, c'est vrai que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le personnage de Robin des Bois. Et je crois que c'est ça un peu aussi ma mission de vie, c'est d'essayer de trouver des forces quelque part, des pouvoirs, des choses, et les ramener dans la forêt de Sherwood, où se cachent plein de gens très différents. Et ça, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Et puis la flèche, j'aime bien C'est un art de la concentration, le tir à l'arc, d'ailleurs, que j'ai commencé, figurez-vous. Je me suis dit que j'allais travailler. Voilà. C'est un art très méditatif aussi. J'aime beaucoup. Ça m'inspire énormément. Donc, aider les gens avec des livres, je pense que c'est ce que vous faites avec votre roman également. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour ouvrir les questions à la salle, Bien sûr. Si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Et on va faire circuler un micro. Voilà, profitez-en. Samuel, tu as une question? Oui. Très bien. On fait circuler le micro parce que, comme c'est enregistré aussi, ce sera plus simple pour entendre les questions. Enfin, si on arrive à faire fonctionner le micro. Tout d'abord, un grand merci Céline pour votre intervention, c'était très inspirant. Moi, je voulais vous demander si vous aviez peut-être 3 livres à recommander qui vous ont particulièrement marqué dans votre enfance ou dans votre parcours. Oui, alors plus que 3, vous imaginez, mais Même plus. Ce qui est bien en tout cas, c'est Les 4 filles du Docteur March, ça m'a beaucoup inspiré. Je trouve parce que c'était des modèles très différents aussi d'être une fille. J'ai vraiment adoré, ce livre, je l'ai chez moi, je le relis souvent.
dans les livres récents, j'ai adoré Le Passe-Miroir de Christelle Dabos, qui est une fantaisie. J'aime beaucoup la fantaisie. C'est extraordinaire, franchement, si vous voulez le lire, c'est pas réservé qu'aux enfants. C'est d'une finesse, c'est un monde imaginaire, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment très, très, très bien. Et je pense que ce qui me vient là, c'est bizarre, enfin, c'est E.T. il Zoom, une vie bouleversée, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré aussi. C'est un livre absolument incroyable sur la vie, si j'ose dire, dans les camps de concentration. Ça, c'est ce qui me vient comme ça. Et puis, ouais, bon, il y en a plein d'autres. Si je commence, on va y passer la nuit. Donc. Mais ces 3 livres, je pense que, ouais, je sais pas qui me viennent comme ça, là, maintenant. Oui, puis c'est trois ouvrages très différents. Très différents. Ça, c'est intéressant de voir les sources d'inspiration et de mise en mouvement qu'on si, il y en a un que je dois citer quand même, parce que c'est vraiment un petit bijou. Et pour vous, ça peut vous inspirer aussi, c'est La vie heureuse de Sénèque. Parce qu'on dit souvent que les épicuriens sont pour la belle vie et que les stoïciens sont des gens très ennuyeux. Mais pour moi, c'est un peu l'inverse. Pour moi, les épicuriens sont des gens qui sont dans un bonheur un peu rapide, là où les stoïciens, en fait, sont des gens très profonds. Et c'est dans ce livre très court, il dit des choses absolument essentielles. C'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, La vie heureuse. Ouais, très, très beau. Très beau livre. Merci. Vous avez commencé la soirée en disant que vous aimiez beaucoup être au travail. Oui. Et moi, ce qui m'interroge, c'est à quel moment, parce que quand on est au travail et qu'on est enthousiaste et qu'on aime ce qu'on fait, on peut être pris dans une frénésie comme ça de travail, mais qui ne va pas conduire au burn-out. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on switch C'est très très juste ce que vous dites, parce que je me fais souvent cette réflexion. C'est vrai que là, en ayant un projet majeur, un autre petit projet, l'écriture plus du bénévolat, je ne m'ennuie pas, je dois vous le dire. Mais en fait, même quand je travaille intensément, je retrouve des sources vives. Je me dis, c'est quoi cette énergie recyclable? Je n'ai pas non plus 20 ans. Hein. Et en fait, je pense que c'est vraiment l'idée de la mission de vie. Je pense quand même, quand vous êtes... En fait, c'est comme si vous aviez... Imaginons que là, c'est votre source de vie, mais vous êtes à côté. Vous sentez bien qu'elle est là. Donc, vous avez une tension qui vous pousse, elle est là. Mais vous ne savez pas comment faire. Donc, vous restez dans une autre place. Et ça vous épuise. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas connecté à votre énergie vitale. Quand vous êtes à l'endroit où vous devez être, là, pour le coup, vous trouvez des ressources en vous qui vous semblent insoupçonnées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des pauses. Hein. Moi, je me dis souvent stop. Mais moi, mon problème, c'est quand je fais une pause, je la fais très longuement. J'ai pas trop de... Ouais, c'est mon intensité, mon problème. Donc, du coup, après, je suis là, dans ma pause. Je prends beaucoup trop de temps. Après, du coup, je repars. Donc, j'ai encore un petit problème de dosage, mais ça viendra. Parce que, je veux dire, c'est un apprentissage, la vie, comme on dit, jusqu'à la fin. Et donc, c'est vrai que... Pourquoi je vous dis tout ça? Et vous m'inspirez aussi, du coup. Je pense que c'est l'idée d'être dans sa mission de vie. Et c'est très, très dur de trouver sa place. Très, très dur. Donc, moi qui travaille beaucoup avec les jeunes, c'est leur question clé. C'est quoi le sens de ma vie? D'autant plus quand vous êtes face à des orphelins, des gens qui ont subi d'extrêmes violences, qui n'ont pas de racines. Et là, c'est encore plus dur parce qu'ils se disent pourquoi je suis sur Terre? C'est vrai, c'est une question qui arrive souvent chez les jeunes. Et ça peut prendre 40, 50, 70 ans, voire toute la vie parfois. Et quand vous y êtes, ça va mieux. Mais est-ce qu'on doit nécessairement avoir une mission de vie? Alors, est-ce qu'on doit? Non. Mais vous en avez une. Et c'est pas forcément votre travail, votre mission de vie. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, la mission de vie, ça peut être aussi tout à fait personnel. Oui, vous voulez dire que ce n'est pas forcément lié à la sphère professionnelle? Non, pas du tout. Bien non, sûr. C'est bien sûr. Quel est le sens profond de votre existence? Oui, ça, je pense que vous en avez un. Moi, je pense. Ça peut être un sens très simple. Hein. Peut-être que le sens profond de l'existence de certaines personnes, c'est juste de vivre dans l'inconscience. C'est-à-dire ne pas se poser de questions et c'est tout à fait OK. Ça peut être une mission de vie. Moi, je connais des gens comme ça, je les trouve très, très touchants. Mais pas au sens... Je trouve que c'est merveilleux aussi de vivre en se disant ma mission de vie, c'est de vivre. C'est le métier de vivre, comme disait Pavese. Enfin, comme il écrivait d'ailleurs. C'est un beau texte aussi. Oui, non, mais c'est pas parce que Enfin, c'est pas parce que je suis pas persuadée qu'on ait tous une mission de vie que je suis dans l'inconscience ou dans le manque de sens. C'est pas ce que je disais. Non, bien sûr. Non, ce que je voulais simplement partager avec vous, mais après c'est mon opinion, hein, elle peut être différente de la vôtre, c'est que la mission de vie, c'est pas lié, encore une fois, à un accomplissement avec un objectif, un résultat. C'est lié à ce qui donne du sens à votre existence. Et il y a plein de choses qui, j'imagine, donnent du sens à votre existence. Donc ça peut être très très simple en réalité.
même si tel que je le déclare ou déclame, ça paraît... Parce que pour moi, j'y mets de l'intensité. Pour moi, ça me donne beaucoup d'intensité. Oui, puis vous avez bien dit que tout à l'heure qu'il y avait comme une inspiration dès 4 ans, dès l'âge de 4 ans, mais qu'il vous a fallu des décennies, enfin des décennies, j'exagère, non, enfin quelques années. Si, des décennies, ça va. Il n'y a pas de problème, j'assume. C'est bien, vous êtes adorable. Je n'ai pas de coquetterie. Et donc ça a pris du temps, et là encore, on en revient au temps. Non, mais parce que c'est ce qui m'a interpellée quand vous parlez de ces jeunes que vous rencontrez, qui se demandent quelle est leur place de vie. Comme la patience n'est plus du tout valorisée, on en revient à l'urgence que vous décrivez si bien dans ce livre. Voilà, on fait tout par urgence, comme ça évite de réfléchir. Mais en fait, trouver un sens à sa vie, trouver sa mission de vie, se remettre à l'endroit même de la source de vie vitale, il faut aussi admettre que ça prend du temps, que ça peut prendre du temps, et que la patience, c'est vraiment une très, très, très jolie qualité. Ah oui. Donc, je pense qu'on peut entendre ça aussi, et que vous avez eu la patience de ça, vous avez eu c'est aussi le résultat d'un chemin de vie. Non, je l'ai appris. Très sincèrement, quand j'étais très jeune, j'étais assez impatiente. Mais paradoxalement, impatiente sans aller à l'essentiel de ce qui était ma mission de vie. Donc, vous voyez, ça crée quelque chose de bizarre. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver le sens de la patience. Et je cite Maya Angelou là-dessus, qui, je trouve, a une formule magnifique, qui dit... dans la vie, attendez, le début c'est dans la vie, donc il faut de la patience et de la passion. Et moi, c'est la première fois que je lisais une écrivaine qui réunissait deux choses qui pour moi sont très importantes. La passion seule détruira le temple, la patience seule ne construira pas les murs. Et je trouve que ça, c'est extrêmement bien amené. Et je trouve que quand on arrive à conjoindre la patience et la passion, c'est vraiment bien. Mais ça prend du temps en général. La patience, c'est une vertu cardinale, clairement. Ouais. Et ça prend du temps, et comme on nous dit que le temps ne sert à rien, ou que le temps n'existe pas, ou que le temps doit être absolument rempli à ras-bord et être productif, on perd ça de vue. Donc c'est important que vous nous précisiez ça. Il y a un personnage dans le livre, d'ailleurs, qui s'appelle Léo, qui joue un rôle important, et qui, lui, je trouve qu'il a un rapport au temps qui est vraiment réussi. Parce que justement, il a une forme d'inconscience ou d'insouciance. Je ne vous en dis pas plus, mais lui, il a vraiment ça. Il a réussi à trouver assez jeune, en fait, le fait que le temps était précieux, et qu'en même temps, la simplicité pouvait être une façon de célébrer cette préciosité du temps, en fait. C'est un personnage intéressant de ce point de vue-là, je trouve, Léo. J'aime beaucoup Léo. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien Léo aussi. Bonsoir. On constate que beaucoup de jeunes enfants et adolescents avec un téléphone portable ou connecté lisent très peu. Sans parler de recettes, comment aider en tant qu'adulte à les aider à trouver le chemin de la lecture? Ah, j'adore cette question, merci. Alors, effectivement, sans parler de recettes, c'est vrai qu'il y a un décrochage qui est vu dans les études PISA autour de 12 ans. C'est vrai dans beaucoup de pays européens. Et on voit aussi d'ailleurs qu'à 12 ans, décrochent plus les garçons que les filles. Ça, c'est ce qu'on appelle le gender gap reading, ça a été étudié, etc. Alors, moi, ce que je dis souvent, enfin, ce sur quoi je travaille, c'est pas donner de leçons. C'est-à-dire que déjà, le problème, c'est quand on dit à un gamin ou un ado, c'est ça qu'il faut lire et ça, il faut pas lire. Catastrophique. Moi, je trouve que ça, c'est une méthode vraiment qui ne fonctionne pas. Donc, ok, tu veux lire un manga et pas encore Balzac, c'est ok. C'est comme de dire, j'apprends la gastronomie en mangeant des plats du quotidien. Mais c'est un début. Ensuite, c'est aussi accepter qu'il y ait un désordre. C'est-à-dire que parfois, un gamin, un ado va lire un livre, en ouvrir un autre. C'est pas grave, en fait. L'essentiel, c'est d'avoir le livre à la main. Et après, il y a nous, on travaille en particulier, ça c'est notre approche, mais il y en a d'autres. C'est aussi travailler sur qu'est-ce que crée ce livre en toi. C'est-à-dire, finalement, ce qui compte, c'est pas tant de dire il faut lire parce que tu sais lire, c'est bien. Ça, il faut que ce message se dissolve. C'est plutôt de dire voilà l'histoire, voilà qu'est-ce que tu vas vivre, essayer de faire ressentir la sensation de lecture. Et puis un dernier point, souvent je prends ce parallèle parce que je le trouve très parlant. Si vous dites à quelqu'un, imaginons que là, vous et moi, on ne sache pas ce que c'est que le football, qui est l'un des sports les plus pratiqués au monde, notamment par les jeunes. Et partout, dans des quartiers très populaires, dans des lieux beaucoup plus cossus, etc. Si je vous dis, alors vous savez, on va faire du foot, vous et moi, on forme une équipe, alors s'il y a un ballon, il y a un goal, il y a ci, il y a ça,
Personne ne va être attiré. Par contre, qu'est-ce que vous faites? Prenez le ballon, vous le donnez, vous jetez le ballon. Et là, les choses se font. Et le livre, c'est un peu pareil. Le livre, en fait, il faut que ça devienne un objet accessible du quotidien, qui ne soit pas sacralisé. D'où le fait que nous, on a inventé les bibliothèques des émotions. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est physique. C'est des bibliothèques où les livres sont classés en fonction des émotions pour dire aux gens, bienvenue, en fait. Partons de vos émotions à vous. Et donc, il n'y a pas un livre pour certains lecteurs. C'est pas grave de lire Marc Lévy ou de lire Salut Marc. Moi, j'ai pas de problème. Non, mais chacun son style. Et de lire Shakespeare, de lire... Dans Love for Livre, on a tout. Il n'y a rien qui est jugé pour le bien ou le mal. Tout est une pratique. La pratique, ça se travaille. Parfois, on a envie de Marc Lévy, parfois, on a envie de Shakespeare. Et c'est OK. Voilà, c'est des petites idées. C'est pas magique, hein. C'est des petites idées. Et puis, lire en famille. Si, lire en famille, ça, c'est génial. Si vous lisez Dabos, tiens, je vous en ai parlé tout à l'heure, le passe-miroir, voilà, en famille, et on lit un chapitre ensemble et on dit « Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?» Et là, le livre devient un objet de discussion, et ça, c'est génial. Pour le coup, ça, je l'ai testé dans des séances de bibliothérapie autour des désordres alimentaires et un certain nombre de sujets, et là, c'est la famille, en fait, un protocole très intéressant, et ça fait vraiment beaucoup décoincer quelques idées. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir et merci pour votre belle intervention. J'ai une question par rapport au choix des livres que vous proposez dans les livres, vos ateliers Love for Live, pardon. Est-ce qu'il y a des livres qui peuvent être bannis, pas bannis? Tout à l'heure, on parlait d'un petit livre rouge. Voilà. Et puis juste un témoignage. Je fais partie d'une association qui s'appelle Lire et faire lire. Ah, mais c'est génial, j'adore cette association. Je la connais. Voilà, juste pour dire qu'on peut aller donner envie de lire aux enfants dans les écoles. Ah oui, c'est excellent, c'est une super association. Alors non, il n'y a pas de livre banni, simplement nous on est sur la fiction, déjà. Et après, évidemment, pour l'instant, on n'a jamais eu le cas, mais on ne peut pas mettre des jeunes enfants face à des livres, évidemment, qui seraient trop érotisés. Aujourd'hui, il y a des débats, même autour de Nabokov. Donc, on a une certaine attention à ça. On n'a pas pour l'instant de politique, on va dire, structurée, mais on a une attention, parce qu'on n'a jamais eu le cas pour le moment. Parce qu'il y a tellement de livres aussi, il faut se dire que l'offre éditoriale est tellement large que vous n'allez pas tout de suite tomber sur le livre qui peut créer des soucis. Je n'ai pas compris ce que vous disiez tout à l'heure par rapport... vous avez dit qu'il y a des livres par émotion, ça voulait dire quoi? En fait, sur notre site, donc on a un site gratuit qui a vocation à le rester, hein, et vous allez sur le site et vous avez les 6 émotions fondamentales. On a enlevé le dégoût, c'est les émotions de Paul Ekman, qui date de 72, on a rajouté l'amour. Donc il y a l'amour, il y a quoi d'autre? C'est facile. Tristesse, colère, peur, première émotion, joie. Et quoi d'autre? Il en manque 2. Yes, qui est une émotion ambivalente. Et une dernière? Non, quand les bébés font dégoût, c'est une émotion. Enfin, en tout cas, c'est la nomenclature d'Ekman. Il faut savoir que les émotions, c'est un sujet passionnant parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de définition scientifique convergente dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui disent c'est un stimuli, d'autres qui vont dire c'est une réaction physiologique. Enfin, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'embarquer dans un long discours là-dessus, mais de ce que j'en ai compris, de tout ce que on a lu, parce que mon associé est chercheur, il n'y a pas vraiment une définition partagée partout. Bref, donc c'est des gens qui ont lu les livres, et donc par exemple qui disent tiens, Paris est une fête à Hemingway, je le mets dans la joie. Donc ils mettent une appréciation joie, et au fur et à mesure que les gens lisent, ils changent la note. Donc c'est d'abord des humains, parce que la machine ne peut pas donner une note émotionnelle. Enfin, ça aussi, c'est un débat scientifique, ce qu'on appelle le machine learning, le sentiment analysis. Il y a des gens qui vous disent, mettez le livre dans la machine, elle va analyser l'émotion. Sauf que pour faire ça, il faut donner ce qu'on appelle une valence à des mots, c'est-à-dire une qualification. Mais si vous prenez par exemple l'état de l'art aujourd'hui dans ce domaine, vous allez faire maladie d'amour. Maladie, c'est un mot négatif. Amour, c'est plus, en général. Et donc, plus et moins, c'est neutre. Alors que maladie d'amour, c'est une expression très chargée en termes émotionnels. Bref, donc nous, on est sur l'humain. Et après, on a un algorithme qui va vous faire des recommandations en fonction de vos choix. Voilà comment on travaille. Et quand on fait des ateliers, là, c'est un peu plus fin parce que les ateliers ont une thématique. Donc, par exemple, trouver votre place dans la famille, tiens, c'est un de nos thèmes, ou le multiculturel. Là, on va choisir des textes qui vont résonner avec la problématique, en général, de l'atelier. Plus l'émotion, on mélange. C'est passionnant. Oui, vous avez vu, je suis très... Ah ouais, mais même, vraiment... vous imaginez sans trachéite? Oui, non, alors là, waouh. Donc là, il faut vraiment...
Je vais m'arrêter quand même. Parce que Est-ce qu'il y a une vous avez besoin dernière de vous question restaurer. Est-ce qu'il y a une Non, mais dernière allez-y question? en même temps. Après, Oui. Mais on veut garder du temps aussi pour la C'est dédicace vrai. et pour que vous puissiez avoir un Bon. petit échange. Oui, mais c'est bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur le titre de votre livre. Oui. Quand vous dites que le jour où Maya s'est relevée, est-ce que ça induit, je ne l'ai pas lu, hein, ça Oui. induit qu'elle elle s'est reconstruite? Et si, je voulais savoir également, dans vos groupes de lecture, Oui. si vous avez pu constater une reconstruction, ou ça facilite la reconstruction des personnes qui ont traversé des périodes très difficiles, notamment le burn-out, et bon, qui est un état, mais il y a aussi l'après-burn-out qui me semble très très important, Tout à fait. et d'où la reconstruction qui est un grand chemin intéressant pour tout Essentiel. un chacun, essentiel pour retrouver le sens, la mission de sa vie, quoi. Oui, alors le titre, on en a discuté avec l'éditeur. Je dirais que je ne sais pas si elle s'est reconstruite, en tout cas, elle a compris ce qui n'allait pas. Et dans les cas de burn-out, justement, d'interview que j'ai conduites, là, les 53, je constate une chose qui me semble essentielle, c'est que, en fait, le burn-out, il ouvre une brèche en vous. Et généralement, vous avez deux choix. Soit cette brèche vous détruit complètement, et là, ça peut être très, très compliqué, ou vous êtes dans le déni, mais ça finit, comme je le disais, par réapparaître. Soit c'est une brèche qui laisse passer de la lumière. J'aime bien c'est une phrase de Chamfort aussi, il faut que le cœur se brise ou se bronze. Ça me fait penser à ça. Et en fait, cette brèche, si vous arrivez à comprendre d'où ça vous vient profondément, ce burn-out, et à repartir avec ce capital compréhension pour reconstruire, vous allez pouvoir faire quelque chose de solide. Donc elle se relève au sens où elle est capable de marcher. Est-ce qu'elle s'est reconstruite? Je dirais que non, parce qu'il lui faudra plus de temps, je pense, pour se reconstruire véritablement. Et de toute façon, elle sera autre. En fait, elle se réinventera à partir d'une part d'elle-même qu'elle avait enfouie, laissée de côté, pas assez soignée. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, sur le deuxième point, je pense que c'est important ce que vous dites, parce que je ne l'ai pas mentionné, on travaille aussi en hôpitaux, enfin dans des lieux de soins. On a travaillé à Erasme, par exemple, à Bruxelles, en hôpital psychiatrique pour adolescents. Donc la lecture est vraiment perçue comme un outil réellement de bien-être, notamment dans la durée, donc avec un parcours de lecture, et pas simplement une fois comme ça, évidemment. Et puis avec l'écriture. Il y a un rapport de l'OMS, donc 2019, c'est un rapport très important dans le domaine, qui montre les vertus de l'art. Donc vous avez la lecture et l'écriture, mais aussi d'autres arts, la danse notamment, et dedans, le théâtre, il y a plusieurs choses. Et la lecture et l'écriture vont de pair. C'est-à-dire qu'on a constaté que ce qu'on appelle le journaling, le fait d'avoir un journal, dans les périodes de douleur, notamment pour des patients, etc., il y a beaucoup d'études en ce moment en cours, avait un effet. Et ça, c'est un champ génial que nous, on est en train d'aborder avec des partenaires entreprises et des partenaires aussi universitaires, qui s'appellent les Health Humanities, c'est-à-dire comment les humanités, au sens large, aident la santé, le bien-être. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer encore, à faire, et voilà. Comment vous avez trouvé votre mission de vie et comment vous avez su que c'était ça, votre mission de vie? C'est une bonne question, hein. Alors, en fait, ce que je dis souvent, c'est que il n'y a pas un jour où je me suis réveillée en me disant c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est ce que je disais, je le savais probablement, mais je ne faisais pas les choses en totale cohérence avec cela. Et après, je pense que du coup, qu'est-ce qui a fait qu'un jour les choses se sont fusionnées d'une certaine manière? C'est d'abord la patience, puisque du coup, il m'a fallu beaucoup de temps et de détours. Je pense que l'amour joue un grand rôle, la rencontre avec mon compagnon aussi qui a joué un grand rôle, je pense. Le véritable amour, je pense, vous révèle à quelque chose de vous que l'autre parfois éclaire avec vous. Pas à votre place, jamais, mais avec vous. Donc je pense que ça a joué un grand rôle. La maternité aussi, puisque au moment où j'écrivais le livre, j'étais enceinte en fait, de mon premier enfant, et une fille en l'occurrence, et du coup ça, je pense que ça joue un rôle, parce que je pense que ça a généré vraiment, je ne sais pas comment vous dire, comme une sorte de rencontre avec le très profond de moi-même en fait. Voilà. De ce que je voulais, de ce que j'étais, de la valeur des apparences. Enfin, il y a plein de choses qui se sont enlevées. Et voilà, mais c'est ce que je dis paraît très très bizarre parce que je n'ai pas de recette au sens... voilà. En tout cas, on peut la trouver à tout âge.
il faut passer du temps avec soi aussi, de la solitude aussi. Je pense que c'est important. C'est un bon ingrédient. Je sais que c'est pas très populaire de dire ça. Ah ben là, vous pouvez. Mais ici, vous pouvez. Hein. Ici, je pense que ça va. Ici, vraiment, le rapport à la solitude. Moi, j'aime beaucoup la solitude, en fait. Et aussi, se rencontrer soi-même, c'est clair. Oui. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup besoin de solitude entre des moments de communion pour fonctionner. Et souvent, les gens me disent, mais t'as un agenda de ministre? Non, mais parfois, je fais rien aussi. C'est-à-dire, je fais rien, je fais des choses, mais des choses seules aussi, c'est important, je trouve. Et pas toujours en communauté, ou voilà. Et puis après, je pense que c'est aussi une chose importante, peut-être que ça peut vous donner des pistes, c'est que très souvent, quand même, on se met plus de blocage soi que ce que l'on pense que les autres vont mettre. Par exemple, vos parents, ou votre compagne, compagnon, vos amis. En fait, quand on assume, les choses bougent avec vous. Ça, c'est très important, je pense. Moi, j'assumais pas beaucoup de choses en me disant oui, mais ça, oh là là, non. Et en fait, le jour où vous assumez, eh bien, c'est comme si l'univers s'ouvrait pour vous aussi. Ça paraît bizarre ce que je dis comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et je crois que j'avais rencontré à 18 ans quelqu'un qui m'avait marqué. C'était un des fondateurs de la radio libre. Il m'avait dit, mais vous savez quoi, si vous voulez faire une chose qui n'existe pas, faites-la. Mais ça, c'est dur quand même de passer à l'action et de se dire qu'en fait, c'est ça la seule solution. Si vous voulez faire quelque chose vraiment, mais qui n'existe pas, vous voyez, faire de la bibliothérapie, pour moi, c'était pas gagné. Moi, j'ai fait un parcours scolaire très classique. J'aurais pu travailler dans plein d'endroits, faire ça. Même quand je dis aux gens, je fais ça, ils disent, c'est quoi? Mais en même temps, parce que j'y crois et que je le fais et que j'essaye de le faire bien, en fait, ça fonctionne. Donc, vous voyez, mais c'est un long cheminement. Enfin, pour moi, en tout cas. Je vous souhaite d'aller plus vite, peut-être. Une dernière question, peut-être? Oui. Merci pour cet enthousiasme qui est contagieux. La question que je me posais, moi je suis très sensible aussi à la question de la mission de vie, mais c'est la question que je me pose de plus en plus. Je suis enseignante et dans cette découverte de la mission de vie, il y a une part d'errance qui doit être reconnue et acceptée. Et j'ai l'impression que tout le système scolaire est en train de bannir complètement cette possibilité de l'errance. Et là, je crois que ça va être une source de burn-out assez important. Voilà, c'est très intéressant. Oui. Et peut-être que du coup, quand je dis que moi j'ai erré, fait des détours, c'était peut-être très bien en fait. En tout cas, peut-être que je n'étais pas capable d'autre chose. Et c'est ça aussi, se heurter à ses propres limites. Et se dire, moi, c'est ma voie. Vous avez raison, et ça rejoint la question de la productivité frénétique. L'errance, c'est anti-productif dans le monde actuel. C'est un gros sujet, quand même. On va voir Parcoursup. Non, mais moi, je suis... Non, mais c'est une catastrophe, ces trucs-là. Sincèrement, ça fait rigoler comme ça, mais c'est une véritable catastrophe, parce qu'ils sont tous complètement pris à la gorge, quoi. C'est tout de suite qu'ils doivent savoir ce qu'ils vont faire de leur peau, etc. Oui, c'est très compliqué, ça, je pense, pour les jeunes aujourd'hui, effectivement. Et d'autant plus pour les jeunes des classes populaires qui n'ont pas forcément, en plus, le temps. C'est difficile quand l'argent, c'est du temps aussi, quand même. Le capital, c'est du temps. Et donc, quand on n'a pas forcément les moyens, ça crée encore plus de stress, en fait. Un double stress. Donc, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai, ça ressort beaucoup, ça. Peut-être une dernière question. Quelle différence vous faites entre la dépression et le burn-out? Alors, c'est pas moi qui parle, là, pour le coup. D'après l'OMS, ce qu'ils ont écrit en 2019, justement, les derniers écrits, c'est que le burn-out serait une des phases ou des états de la dépression, mais pas nécessairement. C'est ce que dit l'OMS en réalité. Donc la dépression est quelque chose de plus profond, de plus structurel, j'ai envie de dire, que le burn-out ne serait qu'une des manifestations possibles d'une dépression. Parce que moi, j'en ai compris, en tout cas, et retenu. Et c'est d'ailleurs, je crois que la définition, je vais vous la lire texto parce que j'aime bien les choses précises. Voilà, ça c'est la définition. Enfin, alors c'est celle de Schoeffer et de Greenglass, mais qui étaient parmi les fondateurs. C'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Encore que celle de l'OMS, elle est plus large. Parce que c'est des phénomènes d'épuisement qui vont au-delà du travail. Vous voyez, je préfère être... Voilà, mais souvent on fait un mélange effectivement entre burn-out et dépression. C'est pas. Je pense qu'il y a aussi un travail, mais ça c'est aussi aux médias de conduire ce travail. C'est de vraiment donner aux mots des sens un peu précis. Parce que du coup, on emploie des mots souvent anglais en plus qui facilitent pas les choses. Et ça c'est un point important. Pardon, je veux pas me relancer, mais dans le burn-out, il y a la famille autour de la personne qui fait un burn-out. C'est très difficile.
c'est très difficile d'être à côté d'une personne qui fait un burn-out et de savoir comment se comporter en fait, quelle est la bonne approche. C'est vraiment difficile et c'est aussi un peu décrit dans le roman. Et donc déjà, la première chose, c'est d'essayer de comprendre de quoi on parle. D'essayer de se renseigner sur qu'est-ce que c'est que le burn-out, comment ça se manifeste, etc. Bref, j'arrête là parce que je suis trop prolixe, c'est vrai. Ouais, c'était vraiment une magnifique soirée, Merci Céline. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre attention. Merci.